En 2014, comme vous le savez peut-être déjà, la Suède a lancé une politique étrangère féministe. Depuis, cette politique imprègne tous les domaines de notre travail, toutes nos actions. Pourtant, c'est une politique qui ne devrait pas avoir lieu à exister. Et c'est un travail qui ne doit pas se faire uniquement dans la politique, dans les hautes sphères, dans les événements. C'est une attitude, un état d'esprit qui devrait être omniprésent au quotidien, dans les petites tâches, à la maison comme à l'école, dans la vie professionnelle, dans la société comme dans nos foyers. Et nous les hommes, nous devons assumer nos responsabilités et participer à l'évolution de cette attitude. Le chemin est encore long, même dans un pays comme la Suède, souvent pris comme exemple quand il s'agit de l'égalité des genres, les femmes gagnent toujours moins que leurs collègues masculins. Une société inégale est néfaste pour tout le monde, pour les femmes comme pour les hommes. C'est ensemble que nous pouvons faire avancer les choses. Voici pourquoi nous avons organisé cette série de discussions sur le thème de l'égalité des genres, en collaboration avec l'association Women Up, en partant d'un point de vue masculin. Je vous invite à les regarder et de réfléchir comment nous œuvrons pour un monde plus égal. Car l'égalité n'est pas seulement une affaire de femmes. Nous savons tous et toutes à y gagner. Je m'appelle Alexandre, j'ai 34 ans, je suis le papa d'une petite Ambre qui a 2 ans et demi. Mon métier, mon vrai métier, je travaille en finance dans une grande entreprise française de luxe. Et à côté, je suis l'auteur du blog Papa Plume et du livre Je ne m'attendais pas à ça qui est sorti chez Larousse en début d'année. J'ai vécu une enfance hyper heureuse, hyper épanouie. Maintenant assez traditionnelle aussi, dans le sens où c'est mon père qui a fait une grande carrière, ma mère qui a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper plus de nous, donc j'étais dans un schéma vraiment plus traditionnel. C'est plus ma rencontre avec ma femme et puis ensuite la venue de ma fille qui fait que je me suis engagé sur ce chemin. C'est pas forcément ce que j'ai vécu dans mon enfance. Moi, mon enfance, c'est plus on va dire, ça m'a offert une base affective hyper forte qui me donne suffisamment confiance en moi pour m'investir dans les sujets. Quand moi je discute avec des gens de ma communauté qui n'ont pas vécu ça, ça me paraît, ça me paraît un peu fou, quoi. Et c'est drôle parce que j'ai récemment vu un film de Marion Querc qui s'appelle Même qu'on est imbattable, qui se passe en Suède et qui dissèque un peu la société suédoise d'aujourd'hui, sachant que ça fait 40 ans qu'ils ont interdit les violences faites aux enfants. Et en fait, quand ils ont interviewé des jeunes enfants pour leur dire, bah, vous savez qu'en France, alors c'était à l'époque où la fessée était encore autorisée, parce que depuis 2019, on n'a plus le droit de frapper ses enfants en France dans la loi. Mais du coup, la loi n'était pas encore passée. Et, du coup, la journaliste leur disait, mais vous savez, en France, certains parents tapent leurs enfants. Et en fait, les enfants suédois interviewés ne comprenaient pas. Ben moi, je suis un peu dans cet état d'esprit de me dire, je ne comprends pas en fait comment on peut taper un enfant. Et ça, c'est l'un de mes combats aussi, c'est de lutter contre ces violences faites aux enfants. Ça a été la naissance de ma fille, et plus particulièrement mon retour au travail après mon très court congé paternité, puisqu'à l'époque c'était 11 plus 3 jours, donc je l'avais complété un petit peu avec des congés payés, mais ça faisait quand même pas grand chose. En fait, je me souviens très bien que j'étais sur le quai du RER A, prêt à reprendre le boulot, en plein mois de décembre, il faisait -15, c'est vraiment horrible, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là en fait? Vraiment une sorte de prise de conscience assez brutale, de me dire, mais je suis pas à ma place en fait. Enfin, il faudrait que je sois chez moi, avec ma femme, avec ma fille, juste à prendre ma part, quoi. Enfin, et ça a été un élément super fort. Il a fallu que je le mature un peu pendant plusieurs mois. Je sais pas, c'est resté un peu en suspens dans ma tête. J'en ai vraiment rien fait. J'ai monté mon blog en parallèle, sans vraiment m'investir. C'est plus pour raconter ma vie de papa. Puis à un moment, je me suis dit non mais il faut que j'écrive là-dessus, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai écrit une lettre ouverte au gouvernement que j'ai publiée sur Facebook en disant, en mettant sur papier ce que j'avais ressenti, quoi. Et du coup, la lettre a été vue par 4 ou 5 millions de personnes, mais très rapidement en fait. Et parce que je pense qu'elle touchait massivement et beaucoup de gens se retrouvaient dans mes propos. Et du coup, j'ai été contacté par des médias pour en parler. À partir de ce moment-là, moi, j'ai commencé à structurer mon discours, c'est-à-dire à sortir un peu juste de l'affect.
Parce que ma lettre, c'était simplement de dire ce que moi j'avais ressenti en tant que papa et pourquoi je trouvais que 14 jours en tout de congé paternité, c'était fou, quoi. Et du coup, j'ai commencé vraiment à lire des bouquins, à écouter des podcasts et à réfléchir à pourquoi un congé paternité, plus long, c'est essentiel. Et pour le papa, pour la maman, et puis pour le bébé et la société tout entière. Déjà, il y a des craintes, je pense, qui sont assez impalpables avant la naissance, qui sont communes à tous les papas et peut-être toutes les mamans. C'est juste, est-ce que je vais être un bon papa ou une bonne maman, quoi? Est-ce que juste je vais m'en sortir? Parce que l'arrivée d'un bébé, c'est quelque chose de tellement énorme et tellement, c'est un renversement de l'univers, quoi. Donc, juste, est-ce que je vais m'en sortir? Vraiment, question toute bête, mais en même temps gigantesque. Ensuite, c'était sur le sommeil. Est-ce que, c'est bête, mais est-ce que je vais survivre au manque de sommeil? Et puis ensuite, en tant que papa d'une petite fille, c'était de me dire, dans quel monde elle va grandir, quoi. Et du coup, mon engagement, je pense qu'il est lié à ça aussi, quoi. C'est moi, j'ai envie de me battre pour que le monde soit meilleur et que quand elle soit plus grande, eh ben, elle ait autant de chances qu'un homme quand elle arrive à un entretien d'embauche, qu'il y ait moins de chances qu'elle se fasse siffler dans la rue. Alors moi, je mène mon petit combat à mon échelle, mais je pense que si chacun fait sa petite part, on va arriver à une société qui est meilleure. Et clairement, le fait que j'ai eu une fille n'est pas étranger à ça. Et là, j'ai un deuxième défi qui arrive parce que on attend un garçon. Et donc le défi, ça va être de l'éduquer avec des valeurs qui sont les miennes, et notamment par l'exemple. C'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les meilleures paroles du monde, la meilleure chose, c'est de voir ce que font ses parents. Et du coup, pour le coup, je pense que ça ira parce que, je veux dire, il y a aucune différence de genre quasiment, quoi, dans ce qu'on fait. On est égaux là-dessus. Donc voilà, donner l'exemple, inspirer de manière positive, faire passer les messages et voilà. Ça n'a pas été si compliqué que ça, parce que je me suis mis rapidement dans une posture où je me suis affirmé et où j'ai dit non mais pour moi c'est évident, je veux passer du temps avec ma famille. Donc j'ai limite pas posé de questions. J'ai dit c'est un fait, je viens d'avoir une petite fille, s'il faut que je parte à 17h30 ou 18h parce que j'ai envie de m'occuper d'elle, je partirai à 17h30 ou 18h, et donc je l'ai un peu mis sur la table. J'ai eu des managers hyper compréhensifs. Je suis dans une entreprise qui est plutôt bienveillante sur ces sujets, donc j'ai pas rencontré personnellement beaucoup de freins. Euh, Après, il y a toujours la petite blague, t'as pris ton après-midi. Ça, c'est quand même, c'est très français. Euh, Ça paraît rien, mais c'est quand même un petit peu insidieux. Enfin, bon, on peut le prendre comme une blague, mais il y a quand même un fond de vérité. Moi, j'ai jamais fait vraiment attention. Maintenant, dans ma communauté, je discute quand même avec pas mal de papas et de mamans, et c'est pas du tout aussi simple pour tout le monde, quoi. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire auprès des entreprises, auprès des organismes, des organisations en France pour faire évoluer les mentalités. En fait, non, la parentalité devrait pas être vue comme un problème, en fait, en entreprise. Quand on voit ce qui se passe dans les pays nordiques, c'est fou, quoi. Enfin, 16h, 17h, il n'y a plus personne dans les bureaux, et c'est limite mal vu de rester trop tard. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas productif ou qu'on n'a pas envie de passer du temps avec sa famille. En France, un cadre dans une grande entreprise qui part à 17h30 ou 18h, c'est oh là là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un feignant, quoi. Donc il y a un vrai travail à faire auprès des managers. Pour les papas qui ont envie de s'investir, c'est pas toujours simple. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une discussion ouverte avec son manager, sa hiérarchie, les RH, de dire voilà, moi je deviens papa, j'ai envie de m'investir, c'est hyper important pour moi, de s'organiser, de dire voilà, je vais partir tant de temps. Un mois, c'est pas non plus que 5 ans, quoi. En fait, il y a des valeurs qui sont ancrées dans nos sociétés, qui sont extrêmement anciennes, qui ont des siècles, voire même des millénaires, euh, qui sont une sorte d'exigence de virilité vis-à-vis de l'homme et donc du père. C'est le mythe de Monsieur Gagne-Pain. En gros, c'est au père d'assumer sa famille. En fait, c'est vu comme tout à fait naturel qu'une mère s'absente qu'une femme s'absente dans le cadre de sa maternité. Évidemment qu'elle doit s'absenter pour des raisons physiologiques, mais du coup, c'est accepté parce que, encore une fois, c'est le mythe de la mère au foyer, de la mère qui s'occupe de ses enfants. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont complètement ancrées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est aberrant, voire inutile, qu'un père s'absente longtemps de son travail, en France en tout cas, pour s'occuper de ses enfants.
des Suédois qui nous entendent doivent se dire, mais les gars, qu'est-ce qui vous, enfin, c'est fou, quoi, alors que c'est super important. Donc, c'est ça, en fait, le travail qu'il y a à faire sur les mentalités aussi. C'est de dire, bah non, c'est pas le père qui accouche. Donc, il a pas besoin de se reposer physiquement comme la maman. On sait que quand la maman, elle accouche, elle a besoin de se reconstruire physiquement. Donc, et c'est aussi pour ça qu'elle doit être arrêtée. Mais si on s'arrête à cet argument biologique, on met de côté tout le reste. C'est-à-dire qu'un enfant, ça se fait à deux, ça s'accueille à deux. Et que faire un enfant, c'est pas juste un acte biologique, c'est faire un acte d'amour, c'est l'inclure dans une famille, c'est prendre soin de lui. Mais non, aujourd'hui encore, c'est pas du tout mal vu qu'une femme s'absente pour prendre soin de son enfant et pour prendre soin d'elle et pour accueillir son bébé. C'est beaucoup plus difficile pour un père. En revanche, c'est prouvé que une fois qu'une maman a 1, 2 ou 3 enfants, sa carrière est beaucoup plus freinée que les hommes. Donc c'est pas mal vu, mais il n'empêche que la parentalité est vecteur d'inégalité. D'où la nécessité d'un congé paternité plus long aussi, pour lutter contre ces inégalités. Entre deux jeunes parents de 25 ans, je crois qu'il y a une différence de salaire qui est de 10 ou 12%. C'est déjà énorme. Hein. Mais par contre, des parents de 40 ans, la différence de salaire est de 25% entre les deux. Donc en fait, plus le temps avance, plus la mère elle a des enfants, plus il y a une inégalité qui se fait entre les hommes et les femmes. Et la parentalité devrait pas être vecteur d'inégalité. C'est quand même fou, quoi. Je me suis quand même battu pour. Nous, dans notre tribune, on avait demandé 1 mois minimum. On a eu 28 jours. Donc notre petite blague, c'est de dire qu'ils nous ont donné février, quoi. Donc non, c'est une très bonne chose. Il fallait qu'il soit allongé. Maintenant, on est convaincu qu'il faut aller plus loin. Au moment où l'allongement en septembre est passé, il y a eu un rapport qui est super important qui est sorti, qui est le rapport de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant, qui a été commandité par le gouvernement d'ailleurs, et qui a été mené par plusieurs experts de la parentalité qui ont sillonné la France pour rencontrer des parents, des experts, enfin voilà, tout un tas de gens liés à la petite enfance. Et leur recommandation, c'était un congé paternité de minimum 9 semaines. Donc 28 jours, on n'y est quand même pas encore. Et puis quand on voit ce qui est fait un peu chez nos voisins européens, bah, on se dit qu'on peut quand même aller plus loin. En Espagne, ils sont passés à 16 semaines. En Suède, ils ont 480 jours avec 60 réservés pour le père. En Finlande, ils sont passés à 7 mois. Norvège, pareil, c'est énorme. Il faut que le congé paternité soit encore allongé. C'est nécessaire pour le papa, pour le bébé, pour la maman, pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, enfin pour aller dans le bon sens, quoi. C'est pas parce que le congé paternité est allongé dans la loi qu'il va être pris par les papas. Donc en fait, ça c'est un vrai défi aussi, c'est de dire au père, prenez-le ce congé en fait. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre, c'est parce que c'est pas juste pour faire le simple récit de ma paternité, quoi. C'est de dire, c'est en partant de mon expérience personnelle. Moi, dans mon livre, je dis je et je dis tu. Mais c'est un peu de prendre le lecteur papa par la main et de lui dire, en fait, c'est ok d'avoir peur. C'est ok de douter, de te poser des questions. Enfin, c'est tout à fait normal. Pour autant, devenir papa, c'est une expérience qui est incroyable, qui est extraordinaire, qui est hyper importante pour toi, qui est importante pour ta femme, qui est importante pour ton bébé, pour la création de ces liens d'attachement. C'est important parce que pour la société en général. Donc, mets les mains dans les couches, quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'écrire un récit qui est authentique et qui est sensible, parce que c'est pas simplement avec des belles paroles et juste en lui montrant les chiffres, en disant, bah regarde, 70% des tâches domestiques et familiales sont encore faites par les femmes, une femme sur 2 modifie son activité professionnelle après la naissance d'un enfant et un père sur 2 seulement, donc tu vois, c'est important, faut faire bouger les choses. Non, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est écrire un récit qui vient du cœur, quoi, et pour prendre son cœur à lui dire, non mais vas-y, c'est une expérience qui est extraordinaire, donc investis-toi.